Alors voilà, le punch est dévoilé, Michel. Je vais changer de diapo. Ça, c'est important. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je suis content de parler aujourd'hui de la bande riveraine. Je fais un peu une extension à ce que Élise a présenté tantôt. Donc, je fais partie de l'équipe de Miguel et Guillaume et aussi de Cassandra Waldron du Service canadien des forêts. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet de maîtrise qui est sur la bande riveraine. Et la question centrale au cœur de tout ça, c'est d'essayer de savoir est-ce que c'est un outil efficace ou une problématique à plus long terme pour nos forêts boréales canadiennes. Vous m'entendez bien, on est correct? Okay. Donc, pour commencer, une petite mise en contexte de la forêt boréale. Donc, comme vous le savez peut-être, la forêt boréale, c'est aussi une plus grande source d'eau douce mondiale. Donc, en Abitibi seulement, on retrouve plus de 20 000 lacs et rivières. Donc, l'eau est vraiment omniprésente. La foresterie aussi, en fait, la forêt, c'est un pilier économique super important pour le développement du territoire. Donc, le fait qu'on ait des enjeux entre la forêt et l'eau, c'est un peu inévitable. Donc, comme Élise en a parlé un petit peu tantôt, le seul vrai outil sylvicole qu'on utilise en ce moment pour protéger les milieux aquatiques, c'est la bande riveraine. Donc, on peut se poser des questions sur son efficacité. Donc, rapidement, c'est quoi la bande riveraine? C'est un outil sylvicole, donc un outil qu'on utilise lors de la coupe forestière, qui protège une largeur qui est définie du milieu riverain. Donc, comme Yves en a parlé, ça vient du RADF, donc le Règlement d'aménagement durable des forêts. C'est une protection de 20 mètres qui est stricte. Donc, on fait ça dans le milieu riverain. Donc, c'est quoi le milieu riverain? C'est un milieu qui est écotone, donc de transition entre la forêt et l'eau. Donc, c'est un environnement qui est super intéressant à essayer de protéger, étant donné qu'en protégeant la forêt, puis on est aussi capable de protéger le milieu aquatique à côté. Donc, on crée un environnement de protection. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de protéger les milieux aquatiques? C'est que quand on fait de la coupe forestière, on crée des problèmes avec tout ça. Donc, le problème principal qu'on retrouve, c'est l'orniérage. Donc, les machines arrivent, compactent le sol. Après ça, l'eau n'est pas capable de s'infiltrer. Donc, avec tout ça, on crée aussi des problèmes secondaires, dont le lessivage, l'érosion et la sédimentation. Donc, ça, c'est des photos que j'ai prises directement sur mes sites. Donc, on voit vraiment que cette problématique-là se retrouve sur le territoire. Donc, les problèmes globaux qu'on retrouve avec la bande riveraine, c'est surtout qu'encore une fois, comme Yves en a parlé, c'est une utilisation qui est uniforme. Donc, le 20 mètres, on l'applique ici à Amos, mais à Montréal ou à Québec, c'est la même chose pour tout le monde. C'est une utilisation qu'on fait aussi à long terme. Donc, quand on arrive et qu'on récolte, on laisse le 20 mètres puis on ne revient pas plus tard pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, on a un manque d'informations, de suivi puis d'entretien. Et finalement, comme on peut le voir sur ma photo, on a aussi une très grosse haute mortalité par chablis qu'on retrouve sur le terrain. Donc, rapidement, pourquoi est-ce qu'on retrouve beaucoup de chablis? C'est surtout qu'on augmente l'exposition sur le territoire. Donc, en créant des coupes forestières, le vent est plus facilement capable de se rendre dans nos arbres. Le vent a aussi plus de force, étant donné qu'il est plus ralenti par le peuplement forestier qui était là avant. Donc, il va frapper les arbres plus rapidement. On peut voir aussi que la coupe forestière va perturber le sol et les arbres. Donc, eux sont affaiblis, vont être plus facilement capables de tomber aussi. Il ne faut pas oublier que le milieu riverain, c'est un milieu qui est naturellement exposé, étant donné qu'on retrouve des lacs et des rivières. Donc, c'est un environnement qui avait déjà beaucoup de vent à la base. Donc, si on met tout ça ensemble, ce n'est pas surprenant qu'on se retrouve avec beaucoup de chablis, comme on peut voir sur mes photos. Donc, l'objectif de mon projet, c'est d'essayer d'évaluer l'effet des chablis sur la stabilité des peuplements forestiers et sur la qualité de l'eau qu'on retrouve à côté. Donc, on va voir ce que la bande riveraine est capable de faire son travail de protection. Donc, pour répondre à cette question-là, on s'est donné 3 objectifs. Donc, le premier, c'est d'essayer de regarder la structure et la résistance au chablis des peuplements. On veut voir qu'est-ce que le chablis fait dans la forêt. Par la suite, on veut regarder la qualité de l'eau. Donc, on veut voir est-ce que la bande riveraine, l'utilisation qu'on fait actuelle, est capable d'avoir un effet de protection. Et finalement, on veut voir est-ce qu'il y a des interactions qu'on trouve entre le chablis et l'eau. Étant donné qu'on suppose que si les arbres sont tous tombés à cause des chablis, l'effet de protection est peut-être réduit. Donc, pour répondre à cette question-là, on a fait mon projet ici dans le centre de l'Abitibi. Donc, je vous ai fait ressortir la MRC Abitibi. Donc, on a regardé les 2 types de peuplements principaux qu'on trouve sur le terrain ici, donc les pinettes noires et le pin gris. On a regardé des CPRS, étant donné que c'est le type sylvicole, le type de traitement qu'on fait le plus sur le terrain ici. Et c'est des sites qui ont été récoltés d'il y a environ 15 à 20 ans, étant donné qu'on voulait avoir un effet à moyen court terme pour laisser le temps au chablis d'arriver. Donc, comme on en a parlé depuis tantôt, on est sur un terrain de plaine d'argile et d'esquerre. Donc, sur ma carte, on peut voir ici que tous mes sites argileux ont été répartis sur le terrain de la MRC. Et les belles lignes en gris que vous voyez, c'est les esquerres et les moraines. Donc, au total, on a 40 sites sur tout le terrain. Donc, pour mon échantillonnage, on a fait 3 types d'échantillonnage forestier. Donc, le premier, c'est une placette d'inventaire forestier. Donc, on a regardé la hauteur des arbres, les codes d'état, la mortalité qu'on avait, les DHP. Par la suite, on a fait des petites placettes de régénération. Et finalement, on a regardé, on a fait une caractérisation du milieu aquatique qu'on retrouvait dans l'environnement aquatique à côté. Donc, après tout ça, on a pris beaucoup de données environnementales. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'analyser l'effet de la topographie, de la présence des coupes et aussi de l'eau sur les risques de chablis. Étant donné que le chablis, c'est un phénomène assez complexe à essayer de modéliser.
Donc, on a regardé la dimension des bandes riveraines, mais aussi la dimension des coupes forestières, le périmètre, où est-ce qu'il était placé, aussi la position par rapport au milieu aquatique, et finalement, la topographie du territoire. Donc, est-ce que les sites étaient exposés, est-ce qu'il y avait de la pente, est-ce qu'il y avait des grands phénomènes de vent? Donc, l'idée, c'est d'avoir une idée un peu globale de qu'est-ce qui pourrait causer les charbliers dans notre environnement. Après tout ça, on a créé un index de la qualité de l'eau. Donc, l'idée, c'est d'être capable de comparer la qualité de l'eau entre nos sites sur une même échelle. Donc, sur l'échelle que je vais présenter tantôt, 0, c'est une eau qui serait de super bonne qualité, et 100 et plus, c'est une eau qui serait de mauvaise qualité, qui a été dégradée. Donc, pour faire mon index, on a fait un agrégat de paramètres physico-chimiques pour donner une cote à tous nos sites. Encore une fois, pour être capable de les comparer entre chacun. Donc, on a fait ça directement dans le milieu aquatique, et après ça, au laboratoire. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, mon premier objectif par rapport au charblier. Donc, ici, ce qu'on peut voir, je vais vous présenter rapidement les graphiques. Donc, vous avez les deux types de substrats que j'ai présentés, l'argile et l'escar, et les deux types de peuplement, donc l'épinette noire et le pin gris. Pour les tendances générales, on voit qu'on a doublé la mortalité avec la présence de coupes forestières, qu'il y avait un petit peu plus de mortalité sur les sites de pin gris, comparativement aux sites d'épinette, et que finalement, il y avait plus de mortalité sur nos sites d'escar, comparativement aux sites argileux. Donc, si on retourne ici sur mes graphiques, on peut voir qu'on a retrouvé des différences significatives pour tous les peuplements d'épinettes noires, peu importe le substrat. Donc, on sait que l'épinette est une espèce qui est susceptible au charblier, c'était déjà connu, donc ça ne nous a pas vraiment surpris. Ce qui nous a surpris, c'est qu'on a retrouvé une interaction vraiment plus intéressante avec le pin gris, spécifiquement sur l'argile. Donc, le pin gris, ce n'est pas une espèce qui apprécie les substrats argileux, et plus habitué d'être dans un environnement xérique comme l'escar. C'est une espèce qui a un enracinement plus pivotant profond. Donc, c'est difficile pour elle d'avoir des conditions plus humides. Donc, on a retrouvé plus de mortalité dans cet environnement spécifique. Après ça, on a créé des arbres de régression pour essayer de regarder, mais c'est quoi les causes de charblier dans tout ça. Donc, c'est tous les paramètres géomatiques que je vous ai présentés tantôt. Donc, les 5 principaux qui sont ressortis, c'est l'altitude, l'aire de la coupe, l'aire du milieu aquatique, la vitesse du vent, le ratio diamètre-hauteur et finalement, les peuplements forestiers. Donc, ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est que les paramètres les plus importants, c'est par rapport à l'exposition. Donc, plus on est élevé, plus on est exposé. Plus on a des aires de coupe qui sont grandes, plus on a des milieux aquatiques qui sont grands, plus le vent est capable de se rendre après ça au milieu aquatique. On a aussi des paramètres plus par rapport spécifiquement au peuplement forestier, dont le ratio diamètre-hauteur. Donc, l'idée avec ça, c'est que si on a des tiges qui sont petites et hautes, mais structurellement, physiquement, il est plus facilement capable de casser et de tomber. Donc, ça peut être des enjeux par rapport à l'aménagement forestier qu'on peut essayer de contrôler. Donc, par la suite, la qualité de l'eau. Donc, ici, je vous présente encore l'index de la qualité de l'eau. Donc, plus on est bas, plus on est content. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que, de manière générale, les environnements argileux ont tendance à avoir une moins bonne qualité que les environnements d'escar, ce qu'on s'attendait. Par la suite, on a vu encore une fois une dégradation de la qualité de l'eau avec la présence de coupes forestières, même si nos sites ont été coupés il y a environ 15 à 20 ans. Donc, ça nous a surpris. On ne s'attendait pas à avoir des effets aussi forts. Donc, par la suite, si on regarde mes graphiques, on voit qu'on a retrouvé des différences significatives pour l'épinette noire, spécifiquement sur les environnements d'escar, et encore une fois, le pin gris sur l'argile. Donc, si vous regardez le graphique dans le coin ici, le pin gris sur l'argile, c'est aussi l'environnement où on a retrouvé les plus grandes différences entre nos sites témoins et nos sites coupés. Donc, on voit que le pin gris a vraiment de la difficulté dans ces environnements-là. Donc, par la suite, l'interaction charblier et eau. Ce qu'on peut voir, encore une fois ici, vous avez en Y l'index de qualité de l'eau, et en X, la fréquence des charbliers. Donc, vraiment essayer de regarder les interactions qu'on retrouve entre les deux. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une diminution de la qualité de l'eau avec l'augmentation de la fréquence des charbliers. Donc, plus on a des charbliers, plus on voit que ça va monter dans le temps. Donc, par la suite, on voit que l'effet est plus prononcé sur les sites d'escar. Donc, la pente dans mes graphiques est plus prononcée sur les sites d'escar. Donc, l'escar, comme type d'environnement, serait plus fragile, plus impacté par la présence de coupes forestières, étant donné que la différence entre nos sites témoins, qui avaient une très bonne qualité, et les sites coupés, on a retrouvé une super grosse différence entre les deux. Donc, ce qui est ressorti de manière significative, c'est tous les environnements d'escar et, encore une fois, mon fameux pin gris sur l'argile. Donc, si on fait un retour sur nos hypothèses qu'on avait à la base, effectivement, on a retrouvé une augmentation des charbliers avec la présence de la coupe forestière, mais finalement, il y a eu plus de mortalité avec le pin gris, comme j'en ai parlé un petit peu tantôt, et sur les sites d'escar. Donc, on suppose que l'escar serait un environnement plus affecté, et c'est un peu logique aussi avec les paramètres que j'ai présentés tantôt. L'escar, c'est un environnement où on retrouve plus d'exposition, donc ça peut causer peut-être plus de charbliers. Par la suite, pour la qualité de l'eau, il y a eu une diminution de la qualité de l'eau avec la présence de la coupe, et finalement, les environnements d'escar étaient plus affectés qu'on pensait, étant donné qu'on supposait que les substrats argileux auraient plus d'effet.
Et finalement, ben, on a retrouvé une diminution de la qualité de l'eau avec la présence des charbies, comme on s'attendait. Donc, au final, l'objectif de mon projet, ben, c'est d'essayer de faire une remise en question de l'utilisation actuelle qu'on fait de la bande riveraine. Donc, nous, ce qu'on veut essayer de faire, ben, c'est de refaire un nouvel aménagement qui va prendre en considération ben, les interactions qu'on trouve entre le Chablis et la qualité de l'eau. Prendre en compte aussi les effets à plus long terme de la bande riveraine, étant donné que la mortalité, ben, elle n'arrive pas directement un an ou deux après. Donc, prendre en compte que les Chablis peuvent arriver avec le temps. Et finalement, ben, on veut essayer aussi de faire un aménagement qui prend en compte les caractéristiques de la forêt boréale. Donc, les types de peuplement forestier qu'on a, les types de substrats, et comme Yves en a parlé, ben, essayer d'adapter aux conditions des sites locaux plutôt que de juste faire le 20 mètres partout. Donc, ben, je voudrais remercier tous les stagiaires qui ont été avec moi. Patrice, que je vois là en face de moi. Tous les partenaires aussi qu'on a eus. Green First, Cyril Landrienne. Un merci spécifique pour la MRC Abitibi qui a beaucoup aidé pour mon projet, qui sont allés aussi avec moi de 2 semaines à -10. Donc, c'est super apprécié. Et un merci pour toutes les agences gouvernementales, étant donné que j'ai utilisé beaucoup de leurs données. Finalement, je voudrais faire un petit merci aussi à Élise qui fait un aspect secondaire par rapport à mon projet, par rapport à la connectivité de la faune. Donc, si mon projet vous intéresse, allez la voir aussi. Okay. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Michel.